Matinal Tocsin, 7h30, 9h30, à la volée. Je suis très heureuse à la volée de recevoir Ludovic Grelling, journaliste et spécialiste de l'économie et auteur de ce livre que nous vous présentons aujourd'hui, Le monde qu'ils veulent, lire et écouter nos élites pour comprendre la révolution en cours. C'est un livre aux éditions L'Artilleur. Bonjour Ludovic Grelling. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous pour ce livre très intéressant. Je le disais en introduction, c'est un livre vous avez pris le temps finalement de la lecture, d'écouter, de lire, de comprendre chaque mot de nos élites, d'Emmanuel Macron à Klaus Schwab, en passant par le Club de Rome, ou encore Jacques Attali, pourquoi pas, et d'autres encore que vous citez et sur lesquels on va revenir évidemment. Et ce qui est intéressant, c'est que vous le dites, et évidemment on va commencer par Emmanuel Macron, mais vous dites qu'il n'est qu'une figure, la figure la plus récente d'une élite qui est arrivée d'un monde nouveau et qui existe déjà depuis le début du XXe siècle. Et vous dites, à chaque fois, toujours les mêmes termes reviennent. La révolution, avec parfois des discours qui peuvent étonner par leur brutalité ou leur bizarrerie même. Et vous dites, on y trouve à chaque fois de manière quasi systématique une obsession du contrôle, une obsession de la planification, avec une volonté au final de faire table rase des sociétés actuelles et même de l'humanité. Une vision apocalyptique, c'est une vision sur laquelle vous revenez aussi. Tout est à chaque fois écrit et sourcé, hein, ou encore l'appel à un monde nouveau. C'est tout ça, évidemment, que vous avez analysé. C'est vraiment passionnant parce que vous avez fait ce travail, dire mot à mot. On ne peut rien vous reprocher. Tout est écrit, finalement. Et si vous le voulez bien, on va commencer peut-être par l'analyse d'Emmanuel Macron et de son livre « La Révolution ». Oui, c'est une chose qui est, j'ai l'impression, qui est peut-être passée un peu inaperçue. C'est que quand on rencontre ces élites-là, ou qu'on les écoute, ou qu'on les lit, on tombe sur des propos en fait extrêmement violents. Et souvent, on se fixe sur des gens un petit peu éloignés qui n'ont pas forcément un pouvoir exécutif, comme Klaus Schwab, le fondateur de Davos, ou George Soros, mais il suffit d'aller tout près de chez nous. Des gens comme Emmanuel Macron, des gens comme Christine Lagarde, des gens comme Pascal Lamy, des gens qui ont eu des postes extrêmement importants, ou Antonio Guterres à l'ONU. Et effectivement, Macron a déjà à peu près tout dit, enfin dit beaucoup de choses dans son livre Révolution, qui porte bien son titre, et qui est paru avant l'élection de 2017. Oui. Alors justement, ce qui est très intéressant dans le livre, vous mettez beaucoup de citations, hein, mais donc nous sommes entrés dans une nouvelle ère et surtout, dit-il, il a une vision de l'avenir très binaire. Hein. Il a une notion des ennemis, mais qui sont ces ennemis ? Il dit le clivage se situe aujourd'hui entre partisans de l'ouverture et tenants de la fermeture, réformistes et progressistes. Nous devons assumer la société d'ouverture. Égard, écrit-il, égard à ceux qui ne voudraient pas embrasser la modernité, ce sont des ennemis. Quand même incroyable. Cette France républicaine par nature a des ennemis, voilà ce qu'il dit. Il parle de conservateurs passéistes. Ce sont les ennemis qui sont autrement les mouvements, notamment souverainistes, puisqu'ils veulent justement cette fermeture, entre guillemets, cette protection des frontières. On est vraiment là, c'est quand même incroyable quand on y pense. Un texte d'un candidat aux élections présidentielles qui met déjà de côté toutes les personnes qui souhaiteraient une meilleure protection des frontières, par exemple. Mais ça veut dire que dès le début, il a un discours très binaire, très binaire, très violent et qui met de côté une partie des citoyens. Tout à fait, et ça va même plus loin, parce qu'il affirme qu'il faut réinventer notre pays, qu'il faut engager une conversion. Tout ça, c'est dans son bouquin. Et en fait, quand on regarde les écrits, les discours d'autres personnages importants, ou d'autres structures importantes comme le Club de Rome, on retrouve déjà cet état d'esprit il y a 50 ans peut-être, voire plus. Simplement, il n'avait pas le pouvoir exécutif dans autant de pays. Parce qu'on retrouve ces élites, encore une fois, elles sont fines, elles sont intelligentes, mais elles sont profondément révolutionnaires. Oui. Et donc, comme vous le disiez, elles appellent à une révolution, à une réforme radicale, à un reset. Vous savez que le reset, on en parle beaucoup. Avec le livre de Klaus Schwab, oui. Voilà, c'est le fondateur du Forum de Davos qui a popularisé ça, mais il y a 10 ans déjà, Christine Lagarde, qui a dirigé le Fonds monétaire international et qui est aujourd'hui à la tête de la BCE, c'est elle qui a parlé pour la première fois qui a utilisé ce terme reset à plusieurs reprises, sans forcément désigner les mêmes choses auxquelles elle pense aujourd'hui. Mais ça montre vraiment un état d'esprit profondément révolutionnaire de table rase, oui. et qui agite une bonne partie de nos élites, avec aussi des organismes qui sont complètement passés
sous le radar, comme l'Internationale socialiste. Pouvoir reprendre, hein, mais on vous entend beaucoup mieux, donc on va pouvoir faire une émission plus intéressante. Donc on fait un petit récapitulatif de ce qu'on disait déjà. On a Emmanuel Macron qui a écrit ce livre Révolution, mais finalement, comme vous le dites, c'est un livre qui est inspiré de groupes de pensée, on va dire, de think tanks, de clubs qui existent depuis le début du XXe siècle, notamment le Club de Rome, mais il n'y a pas que, évidemment. Et tout ça est écrit, tout ça est dit, et le programme, finalement, est annoncé. Alors, on va aller sur ce programme qui est annoncé, qui se lit dans le livre d'Emmanuel Macron, le disait, mais aussi dans le Club de Rome. Vous dites que le Club de Rome a développé un modèle mathématique du monde. Ça veut dire quoi, un modèle mathématique du monde? Le Club de Rome est lancé en 1968 et publie son premier rapport en 1972. C'est le fameux Club de Rome, d'ailleurs, qui a lancé toute l'idée d'une grande crise climatique, qui au début, dans le rapport de 72, je veux dire, ne concerne que 2 pages sur 200, hein, 2-3 pages, enfin, c'est assez rapidement abordé et d'une manière un petit peu vague. Et effectivement, ils avaient cette ambition, cette vision, assez réductrice du monde d'ailleurs, hein, de produire un modèle un modèle mathématique du monde, non seulement sur les ressources naturelles, mais pas seulement. Et leur idée, c'était, que le monde entier faisait face à des problématiques. Tout est mondial chez eux, hein. Il y a rien Oui, de domestique, il y a rien de local, tout est mondial. oui. Tout est Tout peut globalisé, en être fait. analysé de Oui, la même manière. oui. Absolument, absolument, et il y a un réductionnisme assez profond. D'ailleurs, des termes comme économie mondiale, climat mondial, ce sont des termes, finalement, très contestables, en tout cas qu'on peut discuter. Et donc il disait, voilà, il faut absolument planifier le monde pour éviter des catastrophes. Ils avaient une vision très très apocalyptique et ils ont continué, en fait, hein, et dans leur rapport de 91 qui s'intitule «La première révolution mondiale», et bien ils ont encore bien davantage développé ces propos-là, et ce ne sont pas que des propos environnementaux dans le rapport de 91 et les suivants, hein, ceux qu'on connaît encore aujourd'hui. Ce sont aussi des propos, moraux, et ils ont une obsession de la planification du monde, voilà. Oui. Sinon, en gros, les choses vont aller très, très mal. Mais on retrouve dans leur rapport, ce qu'on disait avec le livre d'Emmanuel Macron tout à l'heure, beaucoup de termes, encore une fois, violents, bizarres, Comme quoi? ah bah, alors par exemple, ils disent que le monde va vers, le monde, devient schizophrénique, ils parlent du vide, ils parlent du malaise humain, ils parlent de grandes transformations. Ça, ces termes sont répétés plusieurs fois. C'est pareil dans le livre de Macron, c'est pareil dans les discours de nos dirigeants, une partie de nos dirigeants actuels. Et bon, après voilà, je vais pas rentrer peut-être dans le détail absolu, mais heu, je pense qu'on est passé un petit peu à côté de cette violence-là. Vous savez, l'ère des idéologies, en fait, elle a pas chuté avec, la disparition de l'URSS. Elle s'est tout simplement poursuivie, et je pense qu'on était passé un peu à côté. Il y a beaucoup de gens qui se sont réveillés avec les mesures extrêmes, avec ce qu'on a la période covid qu'on a vécue, qui était très particulière et très violente. Hem, mais et avec des décisions invraisemblables. On parlait de l'obsession de l'ouverture et de l'anti-frontière, tout à l'heure vous en parliez. Mmh. Quand Emmanuel Macron, nous ferme les écoles et qu'il va bientôt, confiner la population, et qu'il dit, «Le virus n'a pas de passeport». Bon, voilà, là, on est typiquement sur des donc je ferme pas les frontières. Donc là, on est typiquement sur des invraisemblances qui ont suscité des interrogations chez pas mal de gens. Mais Oui. tout ça, a commencé bien avant, et voilà, et pendant que, par exemple, la l'URSS chutait avec, notamment son internationale, sa 3e internationale, l'internationale communiste, et bah, il y a la 2e internationale, l'internationale socialiste, poursuivait, les mêmes fantasmes, en fait, et elle existe aujourd'hui. Le président, le chef du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, est président d'une structure qui s'appelle l'Internationale socialiste, et Antonio Gutiérrez, l'actuel secrétaire général de l'ONU, l'a présidé entre 99 et 2005. Oui. Donc vous voyez, on est sur quelque chose de très profond. Alors ça, c'est très, très Et intéressant parce que vous révélez, vous partez du livre de Bukowski et vous révélez que finalement l'Union européenne a des structures qui sont très similaires. Et l'Union européenne est derrière même une super structure mondiale qui aurait des structures très similaires à l'URSS finalement, avec des pseudo-parlements qui ne sont pas des parlements et finalement des conseils qui, eux, ont
qui ont les pleins pouvoirs et qui s'arrogent de plus en plus de pouvoir. Tout ça, vous allez nous l'expliquer, mais pour rappeler seulement les textes que vous citiez, et ce club de Rome qui va jusqu'à dire qu'il faut mener une réforme radicale des institutions et des processus politiques à tous les niveaux, y compris les plus élevés, c'est-à-dire le système politique mondial. Voilà, on y est. À chaque fois, il y a ce système mondial, gouvernement mondial. On l'a dit pour Emmanuel Macron, qu'il le cite dans son livre Révolution. On le voit dans le Club de Rome. On le voit aussi, vous citez Jacques Attali. D'ailleurs, Jacques Attali, on a repris, puisque vous donnez la référence, on a repris l'extrait de Jacques Attali qui parle de viser un gouvernement mondial comme stratégie. Vous citez également Klaus Schwab, je le disais. Donc, on a quand même une série comme ça d'institutions ou de personnes qui sont haut placées dans ces institutions qui vont toutes dans la même direction, c'est-à-dire d'un gouvernement mondial. C'est le cas de le dire. Alors, je propose, avant de vous donner la parole, d'écouter Jacques Attali. C'est en 2021, si je ne m'abuse. Attendez, je vais retrouver exactement l'extrait et les références. Jacques Attali, 2010, en 2010, peut-être. pardon, ouais, en 2010 sur France 5, le 11 juin. Voilà, Jacques Attali qui parle donc de gouvernement mondial. On écoute. Je pense qu'il faut viser le gouvernement mondial comme une stratégie. Et d'ailleurs, quand les gouvernements parlent du G20, c'est une illusion, une sorte de retard avant le gouvernement mondial. On va vers ça. Est-ce qu'on ira à la place de la guerre ou après la guerre? Je ne sais pas. Mais c'est ça qu'il faut viser. Voilà, c'était un extrait court, mais ça montre bien. C'est toujours les mêmes termes qui reviennent à chaque fois. Et c'est ce travail que vous avez fait qui était vraiment très, très intéressant, parce qu'il y a comme un écho entre toutes ces élites, finalement, qui ont un objectif commun et qui parfois tirent leurs idées, ce que vous dites pour Emmanuel Macron, d'un même club de pensée. Ludovic Grilling. Oui, et il y a aussi finalement derrière tout ça une forme, j'ai l'impression, c'est ce qui ressort de leur discours, de leurs écrits, d'irrationalité aussi. C'est-à-dire que derrière ce fantasme, cet idéal d'une grande administration mondiale qui planifie le monde, il y a aussi, on parlait de réductionnisme, une vision très réduite du monde, hein. Il est beaucoup plus vaste, beaucoup plus pluriel qu'il n'apparaît dans leurs esprits, et une forme d'irrationalité. Je vous cite peut-être un ancien directeur de cabinet de Jean Monnet, donc l'un des pères de l'Union européenne, qui expliquait en 2010 à des journalistes que les rêves des comptes arabes sont déjà réalisés. Les avions ou Skype, c'est la possibilité de l'ubiquité, comme les tapis volants de Mille et une nuits. Je suis allé voir 3 papes et leur expliquer comment réaliser le Catholicos, l'universel. Là, on sort de la rationalité. Oui. Et c'est souvent ce qui apparaît, y compris dans le livre d'Emmanuel Macron, dans les rapports du Club de Rome, dans beaucoup d'écrits de ce type-là. Alors, il y a certainement des gens comme dans les écrits de Schwab, mais il y a certainement des gens très froids comme Jacques Attali, effectivement, qui ont une vision très précise, très matérielle de ce qu'ils veulent. Emmanuel Macron disait lui-même il y a 2 ans, nous avons besoin d'un ordre mondial unique. Voilà, ils sont obsédés par l'unique. Mais il y a derrière, j'ai l'impression, beaucoup d'irrationalité et beaucoup d'envolées mystiques. Des envolées, oui, on peut dire mystiques, bizarres. Voilà, c'est un petit peu aussi ce que je voulais montrer. Vous parlez de l'Union européenne. Ursula von der Leyen en personne a dit: c'est le moment pour l'Europe de répondre à l'appel de l'histoire. Elle nous dit des choses du type: nous devons définir une vision pour mener à bien notre élargissement. Ah oui, parce que l'élargissement, c'est déjà dans toutes les têtes à Bruxelles. L'élargissement est acté. Un nouvel élargissement jusqu'à la Géorgie. Une union complète, peuplée de plus de 500 millions d'habitants, vivant dans une union libre, démocratique et prospère. N'importe qui suivait l'URSS vous dirait, mais ils avaient les mêmes discours. Et nous avons par exemple Joseph Borrell, l'ancien, le représentant de l'UE aux affaires étrangères, qui explique que l'Union européenne est la meilleure combinaison de liberté politique, de prospérité économique et de cohésion sociale jamais produite par l'humanité. Ces gens-là sont au pouvoir et ils tiennent ce type de propos. Oui, alors ça, c'est vrai que c'est votre dernier chapitre où vous dites un sentiment d'apocalypse qu'on peut retrouver donc dans toutes ces élites et un esprit illuminé. Vous allez jusqu'à dire un esprit illuminé. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous parlez d'esprit illuminé? C'est parce que tout simplement il suffit de les lire. Donc j'ai suivi un peu leurs propos,
cette violence, les différents chapitres du Club de Rome, qui a encore une fois, qui a une importance tout à fait considérable. Je sais plus si c'était dans la première partie qu'on en parlait, mais ils ont développé tout le message climatique. C'est vraiment, ça vient d'eux. Et puis, ils y croyaient sincèrement. Je pense qu'ils croient que sur le plan environnemental, on vit des catastrophes, et peut-être qu'ils ont même mis certains points intéressants en avant. Mais il n'empêche qu'aujourd'hui, ils participent directement aux objectifs de développement durable de l'ONU, et leurs rapports sont d'une d'une violence et sont extrêmement bizarres parfois. Il y a énormément Vous dites dans les bizarres quand même, de propos je vais vous citer. Hein. Le véritable ennemi est l'humanité Ouais. elle-même. Ça, c'est dans le rapport du Club de Rome de 91. Alors ça, évidemment, on va y revenir parce que c'est fondamental. Je pense que c'est vraiment le cœur du sujet et je voulais y revenir sur ce véritable ennemi qui est l'humanité ou qui est la démocratie qui pose problème. Enfin, le peuple qui vote mal. On va revenir là-dessus. Mais dans le bizarre, on va dire, le mystique, l'illuminé, vous citez Emmanuel Macron, la bête de l'événement est là. Elle arrive. Oui, alors Attendez, ça c'est quand même vous l'avez, effrayant. Ouais. Et il y a beaucoup de gens qui ont effectivement, alors ça a été mis en avant parfois très rapidement à gauche à droite pendant la crise du Covid. C'est une interview officielle qu'il accorde au Financial Times en avril 2020. Donc on est en plein pendant le premier confinement, et il donne pas l'impression de comment dire, enfin voilà, il est pas sur TF1, donc il se lâche un petit peu. Et il faut voir pas seulement cette citation, mais Oui, aussi vous avez les 3 dernières retranscrit minutes. l'ensemble. Ouais, tout à fait. Et c'est vraiment c'est comme notre président de la République. Donc donc ça pose question effectivement. Voilà, je vais citer quelques extraits, hein, parce que justement vous dites, Oui. j'ai des convictions profondes sur ce qu'est mon pays. Vous citez Emmanuel Macron sur ce qu'est mon pays, ce qu'est Oui. notre Europe, ce qu'est le cours du monde idéal à mes yeux, qui est fait de liberté, de coopération, d'entraide, d'amitié entre les peuples au sens profond du terme et après. Je crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là et elle arrive. Qu'il s'agisse de terrorisme, de cette grande pandémie ou d'autres chocs, il faut la combattre quand elle arrive avec ce qu'elle a de profondément inattendu, implacable. Il faut le faire en restant conforme à ses principes et ne rien céder, mais en étant disponible à l'événement pour qu'advienne quelque chose de nouveau. Oui, c'est vrai que c'est étrange. Oui. Oui, voilà. Et ça aussi, ça met en avant aussi une propension qu'ont nos dirigeants actuels à aimer les crises. Un dirigeant classique, il essaye d'éviter les crises, ou il fait au mieux malgré les crises. Nos dirigeants actuels aiment les crises. Ils expliquent que c'est un moyen d'avancer dans la construction européenne, c'est-à-dire la constitution d'un État européen. Ça, faut bien avoir ça en tête. C'est un projet profondément jacobin, centralisateur, planificateur. Et ils le disent encore une fois, en fait, quand on va dans leurs réunions, qu'on les écoute un petit peu au-delà des médias grand public, quand ils sont entre eux, par exemple, mais dans des réunions qui sont publiques malgré tout. Et donc ils aiment les crises parce que ça permet d'avancer dans leur nouveau monde. Ils le disent, hein. Je peux citer Pascal Lamy, Ouais. l'ancien directeur général de l'OMC et ancien commissaire européen, très important personnage qui a façonné la mondialisation économique. Ça, j'en parle beaucoup dans le livre, c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup ici, mais la mondialisation économique a été un moyen pour eux d'égaliser le monde. C'est Pascal Lamy qui le dit. L'Occident a produit la matrice de son déclin relatif, qui est celle des progrès du reste du monde, et l'émergence des pays en développement, c'est une révolution pour lui, mais il l'a menée. Et il dit lui-même, par exemple, que la guerre en Ukraine est une épreuve qui sera décisive pour la construction européenne dans l'avenir. C'est le premier moment depuis 70 ans que se joue quelque chose qui pourrait peut-être basculer du côté d'une appartenance, comme on l'a avec des rêves ou des cauchemars. Plutôt avec des cauchemars, mais ils sont quand même un ingrédient d'appartenance très important. Donc le cauchemar, c'est quoi? C'est nous mettre en guerre nucléaire avec la Russie. Donc ces gens-là, effectivement, oui, en plus on est dirigé par des personnes actuellement qui aiment les crises, qui en profitent pour avancer. Il y a aussi, je cite un conseiller de l'Institut Jacques Delors qui en parle noir sur blanc, José Manuel Barroso, l'ancien président de la Commission européenne, qui était très fin, il en parlait aussi. Jean Monnet en parlait aussi. Donc bon, c'est normal que aussi la population soit un peu déprimée quand on est dirigé par des personnes qui finalement profitent des crises
à ce point-là. Ouais, et vous avez relevé aussi dans le vocabulaire, là c'est le rapport de 1991, ce vocabulaire de la crise, vous dites incommensurable. Là, c'est tous les extraits que vous avez repris de ce vocabulaire de la crise: incommensurable, énorme, gigantesque, tragique, catastrophique, irréversible, péril inconnu, cyclone planétaire. C'est autant d'éléments toujours qui vont dans ce sens de la crise, d'une crise, du cauchemar, comme vous le dites, de l'apocalypse même parfois. Et on voit bien ici, en tout cas, le goût, l'appétence pour cette notion de fin du monde ou fin d'un monde. Et alors, je voudrais revenir évidemment sur l'ennemi et l'humanité, parce que vous l'avez évoqué. Alors ça, attendez, je retrouve ma page. Ça, c'est dans le rapport notamment du Club de Rome de 91, Oui. qui s'intitule encore une fois la première révolution mondiale. Donc souvent, dans leur discours, ils affirment détecter une évolution, mais il s'agit aussi d'un point de vue, et ils parlent beaucoup au futur simple ou à l'impératif. Donc on est bien dans une volonté de transformation, pas seulement dans une constatation. Et le Club de Rome, le rapport de 91 en particulier, qui est co-rédigé par l'un de ses cofondateurs, il est vraiment, on pense à un état dépressif, même profondément dépressif quand on le lit, ce qui est le cas d'ailleurs d'autres techniciens mondialistes, comme on pourrait les appeler, comme Maurice Strong. J'ai eu des vents d'une personne qu'il a connue à l'ONU, qu'il a croisée. Maurice Strong était une personne aussi profondément assez dépressive, et qui, mais elle aussi, elle était happée par cette idée de planification mondiale, etc. Ouais. Je vais citer l'extrait parce que vraiment vous avez fait un très gros travail de recension finalement de ces textes, de ces paroles, et je pense que c'est important qu'on ait les termes exacts pour comprendre de quoi on parle et de quoi il s'agit, puisque c'est tout votre travail qui est vraiment très très riche et minutieux. Alors on reprend ce texte du Club de Rome qui devise sur les limites de la démocratie, qui conclut par ce chapitre: dans la recherche d'un nouvel ennemi pour nous unir. Ça commence bien. Nous en sommes arrivés à l'idée que la pollution, la menace du réchauffement climatique, des pénuries d'eau, la famine et ainsi de suite feraient l'affaire. Dans leur totalité et dans leurs interactions, ces phénomènes constituent une menace commune qui appelle à la solidarité de leur population. En gros, zut, ces menaces-là appellent à la solidarité. Mais en les désignant comme l'ennemi, nous tombons dans le piège contre lequel nous avons déjà alerté, c'est-à-dire prendre les symptômes pour les causes. Tous ces dangers sont causés par l'intervention humaine et ce n'est que par des changements d'attitude et de comportement qu'ils peuvent être surmontés. Le véritable ennemi est alors l'humanité elle-même. Voilà ce que vous dites. Et alors, je voudrais relier ça à votre chapitre plus tôt dans le livre, où vous expliquez que la démocratie, le vote des peuples pose clairement problème à cette élite. Et vous citez notamment Mario Monti en 2007. Ma passion pour l'Europe, éloignée des contraintes électorales, tient à son rôle d'allié des générations futures. Donc, si on pouvait se débarrasser des élections, ce serait mieux. Et puis, évidemment, le problème du vote du Brexit est celui du traité de Lisbonne. Et là, je vous cite, attendez, qui je vous cite là, une table ronde présidée par l'ancienne ministre aux Affaires étrangères Elisabeth Guigou sur la tyrannie des référendums. Déjà, ça veut tout dire. Et je cite aussi, mais évidemment repris par vous, c'est très très intéressant, les désastres du traité constitutionnel de Lisbonne, provoqués par des référendums, donc voilà, doivent être surmontés. Si notre conviction n'est pas emportée par de tels désastres, que nous faudrait-il pour être convaincus que les référendums ne sont définitivement pas le bon moyen de procéder? Voilà. Et encore pour finir, le premier directeur général de l'OMC, d'une manière ou d'une autre, ce résultat doit être annulé. On parle là du résultat du Brexit. Donc on voit bien, en lisant le texte de ces élites que vous avez pris le soin ici de réunir, que clairement, donc l'ennemi c'est l'humanité et l'ennemi c'est le peuple qui vote mal. On est d'accord? Oui, ça c'est certain qu'il y a une volonté de passer par-dessus la volonté, le suffrage populaire, mais aussi d'ailleurs par-dessus le peuple tout court, parce que ils ont pour certains une véritable volonté de transformer les populations, les États, les nations, les populations. C'est aussi une autre partie du chapitre, mais on peut comprendre que quand on a des visions, des fantasmes de ce type-là, des dimensions planétaires, une volonté profonde de centralisation et de planification,
euh, et qu'on pense réellement ou pas, parce qu'il y a aussi pas mal de manipulations, que l'humanité a le choix, coopérer ou périr. Il s'agit soit d'un pacte de solidarité climatique, soit d'un pacte de suicide collectif. Bon, là, on revient sur le climat, mais ça, c'est des propos d'Antonio Gutiérrez, l'actuel secrétaire général de l'ONU, quand même. Donc, effectivement, quand on est dans cet état d'esprit-là, bon, ce qui se passe au niveau domestique, au niveau local, les volontés locales, etc., on est censé passer outre. Euh, voilà. Oui, non, mais sais pas tellement. c'est vraiment confondant et merci encore d'avoir fait tout ce travail. Pour conclure, finalement, vous qui avez tout repris euh, j'ai rassemblé ensemble, organisé, vous comprenez quoi de cette élite aujourd'hui? Elle est dans quelle perspective? Alors, il y a quand même de profondes réactions. On le voit maintenant, on le voit aux États-Unis depuis une dizaine d'années. On commence à le voir en Europe. Il y a de profondes réactions dans les populations qui sont concernées par ces mesures-là, parce que finalement, c'est surtout l'Occident, surtout nos pays qui ont subi, enfin en tout cas qui subissent cette idée, ces pensées-là et ces fantasmes. Et donc, je veux dire, ces dirigeants sont tout à fait capables de faire un pas en arrière pour poursuivre sur leur voie. C'est l'ancien dissident soviétique Vladimir Boukhovski qui disait ça à propos de l'URSS et qui disait ça à propos de l'Union européenne déjà en 2005. Il expliquait ils peuvent tout à fait faire un petit pas en arrière pour avancer de nouveau. Parce que c'est tellement puissant comme vision, comme tension d'esprit. C'est vraiment quelque chose qui a façonné la politique européenne et occidentale depuis des décennies. Et surtout, actuellement, cette vision-là, elle est au pouvoir dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de pays, ce qui n'était pas forcément le cas il y a 20 ou 30 ans. En tout cas, ce qui était moins le cas. Donc l'impression que ça donne, c'est une pensée, c'est une idéologie qui gagne du terrain, contrairement à ce qu'on pourrait penser. On se dit Brexit, on se dit révolte des peuples, certains réseaux sociaux qui disent... En fait, non, pour vous, elle gagne, elle grignote progressivement du terrain. Alors, elle l'a grignoté, disons, sur 30 ans. 30, 40, 50 ans, disons, enfin on va dire 30 ans. 30, 40 ans, elle a effectivement grignoté beaucoup de terrain. Moi, l'avenir, je sais pas. Eux, ils savent ce que sera l'avenir. Ils parlent souvent au futur simple. Moi, j'en sais rien. Mais en tout cas, ça a pris cette tension d'âme a pris le pouvoir dans énormément d'endroits. Vous savez, entre, par exemple, le secrétaire général de l'ONU, qui était en place au début des années 90, et celui actuel, qui est l'ancien président de l'Internationale socialiste, Antonio Gutiérrez, il y a quand même vraiment un écart majeur. Ils sont pas du tout dans le même état d'esprit. Donc voilà, mais il y a aussi quand même des réactions très profondes. Ce qui se passe aux États-Unis est très important, et on le voit aussi en Europe dans des élections régionales, etc. Donc bon, l'avenir, on ne sait pas de quoi il sera fait, contrairement à ce qu'ils pensent. Mais je voulais vous poser une question, Ludovic Godin, qui ne fait pas partie de votre livre, mais malgré tout, moi, ça me fait écho. Vous parlez de tension d'âme, vous parlez d'apocalypse qu'on peut avoir, de discours apocalyptique. Et on a vu lors de la cérémonie des JO une mise en scène qui était très apocalyptique, avec un chevalier de l'apocalypse, avec des personnes errantes en mal d'identité, on en avait l'impression en tout cas. C'est un passeur d'une rive à l'autre. Enfin, il y avait beaucoup de symboles. Est-ce que vous pensez que c'était toujours cette symbolique-là dont vous parlez dans votre livre qui était à l'œuvre ici dans cette cérémonie? Alors c'était très dilué sur 3 heures, hein, c'est pour ça aussi que. Mais effectivement, quand on mettait côte à côte certaines de ces scènes, enfin, j'ai vu ce que faisaient les gens, hein, donc ils ont mis. Oui, c'était assez remarquable, et oui, ça montre une tension d'esprit qui n'existait pas il y a 15 ans encore. Donc oui, vous avez raison, c'est marquant faire ça pour une cérémonie d'ouverture des JO. C'est pas rien. Mais il y a un lien, c'est évident. Et d'ailleurs, ce qui est étonnant aussi, c'est que cette tension d'âme, elle n'est pas seulement active dans quelques petits cercles au sommet du pouvoir. Elle est assez développée quand même. Elle est assez développée dans le milieu artistique, chez des professeurs, etc. Donc, il y a beaucoup de gens qui
qui partagent ces fantasmes-là, mais ou ces visions, et qui sont pas forcément à des niveaux très élevés du pouvoir, hein. Donc, oui, je pense que vous avez raison, il y a des liens. Oui, et donc une tension d'âme, et ça fait écho aussi à ce que disait Emmanuel Macron, la bête immonde ou la bête de l'événement, je ne sais plus comment il disait, arrive. Merci beaucoup Ludovic Réling. Je ne peux qu'inviter tous nos auditeurs, mais beaucoup ici d'ailleurs, nous remercie pour cette interview et pour votre travail Ludovic Réling. Je redonne les références bien, je vais montrer ici tout de suite ce livre, Le monde qu'ils veulent, lire et écouter nos élites pour comprendre la révolution en cours. C'est aux éditions L'Artilleur, c'est un livre très riche, très recensé, qui vous permet de répondre de manière très rationnelle, justement, argumentée, fondée, parce qu'on a besoin aussi, nous aussi, de notre côté, d'être le plus minutieux, le plus précis possible sur ce qui est, en tout cas, dans la tête de nos élites. Et c'est un travail qui a été remarquablement fait par Ludovic Réling. Merci encore Ludovic Réling, journaliste et spécialiste de l'économie. Merci à vous tous, chers auditeurs. Je crois qu'on est encore extrêmement nombreux, 6000 à tenter ici, auditeurs, sur YouTube, mais vous nous écoutez sur beaucoup d'autres plateformes désormais, sur Twitter, on est également très nombreux, sur Twitch, sur podcast évidemment. Merci infiniment à vous. J'avais presque une bonne nouvelle, une grande chose à vous annoncer, une grande surprise, mais je crois que c'est plutôt pour demain, parce qu'il est un petit peu tard désormais. Donc demain, soyez au rendez-vous. Grande nouvelle, grande annonce. C'est quelque chose que j'ai toujours rêvé de faire et qu'on peut faire à partir, peut-être si vous êtes là, si vous êtes présent avec nous, si vous répondez à l'attente et au pari fou qu'on veut mener. Eh bien, je vous parlerai de tout ça demain, de ce grand pari qu'on veut lancer. Et d'ici là, je vous dis merci infiniment. Merci de continuer à nous soutenir, vous savez comment. Toxin-media.fr pour ceux qui n'ont pas encore fait. Nous avons besoin de vos dons réguliers, surtout pour pouvoir nous projeter sur toute l'année et les années suivantes, pour exister, pour continuer d'être toujours plus fort, puisque vous savez que nous sommes le premier média indépendant désormais alternatif, avec nos 5 millions de vues sur YouTube, notamment au mois de septembre. Donc merci à vous pour votre fidélité et merci de nous soutenir si vous le pouvez. Merci à tous ceux qui l'ont déjà fait et je vous dis à demain 7h30 sur Toxin.